Ce programme vous est présenté par Be Proud, broadcast and events everywhere. Salut à tous, vendredi il fait très chaud, c'est midi aux IS sous la tonnelle et avec encore une fois du tennis, des invités pendant une demi-heure à peu près. On aura Henri Lecomte qui sera avec nous tout à l'heure et on va commencer cette émission avec donc bien sûr Mathieu Chanviard pour nous parler vraiment tennis. Salut à tous. Et simplement, et Jean-François Carpentier, directeur régional de NJ. Bonjour à tous. Bienvenue Jean-François, déjà un mot tennis, vous êtes fan un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout, enfin pas du tout, je n'ose l'imaginer mais... Plus je viens aux IS et plus je suis fan du tennis, et surtout féminin. C'est vrai, ça vous découvrez ce sport en quelque sorte à chaque fois un peu plus? Alors j'ai pratiqué quand j'étais plus jeune, et là je redécouvre, et surtout le haut niveau mondial, comme ça c'est très très enthousiasmant, c'est magnifique à regarder. Ah oui, et puis là quand on parle de haut niveau, justement Mathieu, on va en parler. C'est pas moi véritablement, hein. Si, alors allez, oui, ouais. Depuis le début de la semaine, on voit qu'on est sur un niveau de performance quand même plutôt pas mal. Sur ton compte aux Seychelles comme d'habitude. Mais on a de belles demi-finales. C'est pratiquement une demi-finale idéale. C'est le carré, parce que hier c'était le quart de finale, donc demi-finale aujourd'hui, effectivement, il reste 4 joueuses. Ouais, le carré d'As, carré presque parfait pour les organisateurs en tout cas, il y a un petit peu tous les éléments. Et si vous aimez les sourires, je vous emmène sur le central strasbourgeois, il était 18h30 environ, avec les images de joie d'Océane Dodin, la française. Il y aura une française en demi-finale des IS. Regardez-moi ce grand sourire si c'est pas beau. Elle a illuminé la fin d'après-midi au Wacken, il y a eu beaucoup de soleil, mais le vrai rayon de soleil, c'est celui donc d'Océane Dodin, la joueuse française, qui sera donc au rendez-vous des demi-finales. Regardez comment ça s'est passé. Elle n'avait pas la tâche facile pourtant face à la Suissesse Victoria Golubic, Océane Dodin en haut de l'image bien sûr dans sa tenue rose toujours. Elle a livré le match quasiment parfait, le match parfait même, le meilleur match de sa carrière selon elle. 4 fautes directes seulement pour elle en 2-7, une victoire expéditive. Elle menait 4-3 dans la première manche, elle a enchaîné, elle s'est dit je vais lâcher mes coups. Elle a un jeu offensif, elle a pris encore plus de risques, tout est passé, elle a enchaîné les 8 jeux suivants pour s'imposer 6-3, 6-0. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'elle a un jeu qui est basé sur une prise de risque incroyable et elle fait que 4 fautes. Il y a des jours où tout marche, c'est un jeu qui marche à la confiance. Je pense que la confiance appelle certainement aussi un petit peu la confiance. Elle s'est régalée, on s'est régalé. Elle a effectivement, comme dit, pris tous les risques, mais quand ça passe, effectivement, ça fait très très mal. Victoire 6-3, 6-0, c'est la meilleure perf de sa saison, quasiment la meilleure perf de sa carrière. On revoit la balle de match pour finir et on retrouve donc Océane Dodin, la française, au rendez-vous des demi-finales ce soir. On aura l'occasion de reparler du programme. En tout cas, elle a illuminé la fin d'après-midi sur le central Patrice Dominguez ici au Wacken. Et je pense qu'on peut dire que tout le monde s'est régalé. C'est toujours bien pour le tournoi, évidemment, quand une française va très loin. Et puis pour nous journalistes, c'est aussi un vent de fraîcheur, parce que quand elle vient en salle de presse, elle n'a pas sa langue dans sa poche, c'est spontané, vraiment très bien, c'est spontané, elle a le sourire, c'est un bonheur quoi. Et puis elle a une semaine en plus un petit peu compliquée, puisqu'elle fait match interrompu par la pluie avec la reprise lundi où elle perd le deuxième set 6-1 derrière. Elle avait réussi à passer finalement. Le match d'après, c'était mercredi, pareil, elle prise de gros coups de chaud, quasiment prise de vomissement sur le court. Alors on parlait très spontanément, pareil, avec beaucoup de liberté. Bah oui, j'étais prêt de vomir, voilà, il faut appeler les chats un chat. Et voilà, donc c'est la belle semaine et la belle histoire de la semaine. Océane Dodin au rendez-vous des demi. Il y a une autre invitée, surprise, encore plus surprise peut-être, c'est l'intérêt aussi de ces IS. On découvre des joueurs. Regardez, cette jeune fille, elle s'appelle Kaja Juvan, elle a 21 ans seulement. Elle est slovène, elle aussi avait un immense sourire à l'issue de son quart de finale. Elle a dominé et créé la surprise en dominant Elise Mertens, tête de série numéro 4, la Belge en bas de l'image, en 2-7, 7-6, 6-4. Surprise, mais pas que, 21 ans, gros parcours chez les jeunes. Elle a aussi expédié tous ses matchs en 2-7 ici à Strasbourg. C'est certainement la joueuse qui a passé le moins de temps sur le court. Elle ira défier en demi-finale aujourd'hui Pliskova, la favorite certainement du tournoi, qui a peut-être du souci à se faire parce que, encore une fois, un peu comme Océane Dodin, elle va jouer sans pression, à prendre certainement des risques là aussi et à suivre certainement. Mais la cote monte, la cote de la Slovène est en train de monter. Et puis par contre, en face de ces deux surprises entre guillemets, on retrouve les deux grandes favorites, dont cette allemande Angelika Kerber. Je vous en ai parlé un petit peu hier, c'est l'expérience, 34 ans, je ne fais pas son palmarès, ancienne numéro 1 mondial, vainqueur de 3 tournois du Grand Chelem. Elle a fait le boulot sans véritablement trembler pour s'imposer face à la polonaise Magdalinette, même si elle avait concédé la deuxième manche, 6-2, 4-6, 6-4. On retrouve donc Angelika Kerber au rendez-vous des demi-finales.
Et puis si on sort des images, un dernier mot sur Kateřina Pliskova, la Tchèque, tête de série numéro 1 tête de série numéro 1 du tournoi, favorite certainement. On a donc un petit peu les deux grandes favorites, les têtes de série 1 et 2, Pliskova, Kerber, une française, Océane Dodin, et une petite surprise, Kaja Juvan, la Slovène. C'est la next gen, comme on dit. Exactement, voilà, comme chez les garçons, il y a des joueuses qui arrivent, qui poussent, qui bousculent un petit peu la hiérarchie, ça nous promet des super demi. Le programme d'aujourd'hui, 13h30, la deuxième demi-finale du double, 15h30, Kateřina Pliskova contre Kaja Juvan justement, et à 17h30 en deuxième demi-finale et en point d'orgue de la journée, Océane Dodin contre Angelika Kerber, un programme royal aujourd'hui. Ça va être cette demi-finale entre Kerber et Dodin, ça va être quelque chose. Je pense que ça va être avec impatience. Très costaud, je pense. Ça va être un très beau match. Merci Mathieu. Bon, comme d'hab, tu restes avec nous. Je reste. Pour l'instant, voilà, pas de soucis. Vous avez vu hier avec Karen Chutenier qui était là, finalement, elle a commencé et puis elle est restée jusqu'à la fin. Donc, sans gêne un petit peu. Un petit peu, oui, un petit peu. On peut pas le dire à l'antenne évidemment. Mais on le dira pas tout à l'heure. Merci Mathieu. En tout cas, Jean-François Carpentier, on a parlé toute cette semaine, on va encore en parler de ce tournoi des IS qui vraiment met l'accent sur l'éco-responsabilité. C'est le cheval de bataille de Denis Nejden. Tout le temps, il le rappelle. Encore ce matin, on avait un petit point presse avec lui. Il en a reparlé. NJ, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le tournoi pour accompagner cette volonté des organisateurs ? Oui, c'est vrai que pour nous et pour les organisateurs, c'est un élément extrêmement important. C'est le seul tournoi au monde, il faut le dire quand même, à avoir cette politique très très engagée pour le développement durable. Le développement durable, c'est l'environnement, mais c'est aussi les gens, c'est aussi faire plaisir, c'est aussi accompagner le territoire. Et depuis plusieurs années, on a amélioré tout doucement le fonctionnement du tournoi pour arriver vers la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les joueuses, tous les visiteurs, toute la partie réceptive, etc., ne produit pas plus de carbone que s'il n'y avait pas d'événement. Donc on arrive à compenser et à ne pas produire tous les carbones, donc on ne contribue pas au réchauffement climatique. Et ça, on l'a fait parce qu'on a travaillé sur la mobilité électrique. Vous avez peut-être pu voir sur les bâches de fond de cours, il y a des panneaux photovoltaïques qui permettent d'alimenter l'ensemble de l'électricité du site. Et puis on travaille aussi sur la récupération des déchets pour les fabriquer en biogaz et donc remplacer le gaz fossile en provenance, entre parenthèses, de Russie par du gaz strasbourgeois fabriqué par les déchets. Sur le tournoi, vous n'y êtes pour rien? On n'y est pour rien, non, on n'a rien fait là. On va y revenir sur le biogaz justement tout à l'heure. Quand on va sur le site NJ particulier, on voit gaz naturel et électricité verte. C'est le premier truc qui apparaît. Mais électricité verte, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, fabriquer de l'électricité, il y a plusieurs façons de le faire. On connaît beaucoup le nucléaire, où c'est une réaction nucléaire. Après, il y a tout ce qui est brûlé du pétrole ou du gaz, qui est une autre façon. Et puis, entre les deux, c'est fabriquer de l'électricité avec des énergies renouvelables, que sont le vent, le solaire, pourquoi pas la force des courants dans les rivières, ça s'appelle avec des barrages. Et l'idée, c'est pour Engie, en tout cas, c'est de se concentrer sur la production de cette énergie fabriquée par le vent, le soleil et par les courants. Finalement, avec ce que la Dame Nature nous offre. Exactement, donc on ne contribue pas au réchauffement climatique et surtout on ne dégrade pas l'environnement. Bon, est-ce qu'on peut produire de l'énergie avec le coup droit d'Océane Dodin par exemple? Alors si elle le répétait indéfiniment, oui on pourrait en effet. On va lui en parler. Et en plus, là l'électricité, là on est, alors je ne fais pas de politique, mais on est censé avoir un quinquennat qui doit être plus vert, c'est ce qu'on nous a promis. C'est pour vous, forcément là on est à un moment charnière de toute façon quand on est producteur d'énergie et d'électricité, forcément là on est à un moment même de l'humanité, même on pourrait dire, qui est charnière. Oui, alors en ce moment il y a la conjonction de plusieurs facteurs, la guerre en Ukraine et l'embargo sur le gaz et le pétrole russe qui fait monter les prix, tout le monde le voit sur sa facture d'électricité. Deuxième chose, c'est le réchauffement climatique et on le voit encore aujourd'hui ici à Strasbourg où ça va être compliqué pour les joueurs sur le terrain. Et puis il faut trouver des solutions à court terme, moyen et long terme. Donc pour nous, c'est vraiment très très structurant de changer dès aujourd'hui notre façon de faire et donc de travailler sur la production d'électricité verte, donc propre, de travailler sur les usages, donc de ne plus avoir de voitures au pétrole, d'avoir des bâtiments isolés, d'avoir des systèmes de chauffage qui soient performants et puis en même temps de faire des économies d'énergie, c'est-à-dire que ce qu'on ne consomme pas, c'est bien, c'est encore mieux que de consommer vert. Alors vous avez évoqué le biogaz, la méthanisation. Justement, vous allez voir, on peut se poser la question quand on est tous les jours citoyen, de dire est-ce que mes déchets, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Justement, on est parti du cours central avec une joueuse qui mange sa banane, qui choisit la bonne poubelle puisqu'il y a le tri sélectif sur le cours central pour les joueuses également. Et on a suivi cette peau de banane jusqu'à votre méthaniseur de Phalsbourg. Regardez comment ça se passe.
vous savez tout de la vie d'une peau de banane maintenant et comment elle se retrouve réinjectée dans leur réseau gaz. C'est beaucoup de tuyauterie, mais c'est efficace. Ça marche vraiment, on est sur place, on a vu que ça fonctionnait. Ça fait partie de ces solutions d'avenir aussi. Oui, c'est la méthanisation et vous avez peut-être entendu parler que le gouvernement voulait promouvoir cette technologie pour fabriquer des gaz verts. On parlait d'électricité verte, mais maintenant on va avoir les gaz verts. Et ça, c'est une des technologies possibles. On est très très fiers d'avoir cet équipement à proximité de Strasbourg, Phalsbourg. On a travaillé avec les agriculteurs pour construire cette installation et aujourd'hui on produit du gaz qui est injecté dans le réseau et qui remplace le gaz fossile qui lui contribue au réchauffement climatique. Donc voilà, la banane finalement contribue à améliorer l'environnement. Et on a parlé avec quelques justement fermiers qui contribuent directement et pour eux il y a même un retour sur investissement, c'est même pour eux vertueux en plus de contribuer aux méthaniseurs. Donc ça c'est vraiment tout bénef quoi. Exactement, parce que le monde agricole est aussi en crise, on le sait, avec des problématiques de quotas, des problématiques de rendement et le réchauffement climatique y contribue. Donc pour eux c'est une source de traitement de leurs propres déchets et en même temps de revenus, ce qui permet de pérenniser l'activité agricole. Donc c'est vraiment un cercle très vertueux. Et on a pu se rendre compte sur place que les nuisances en fait il n'y en avait pas en fait, parce que c'est très hermétique. Et sûr qu'à l'intérieur je pense que ça sent pas très bon, mais par contre c'est très hermétique donc on ne sent absolument rien en fait. Il n'y a pas de. C'est le principe, c'est-à-dire que s'il y a de l'oxygène ça ne fonctionne pas, donc il ne faut pas faire rentrer d'air et si on ne fait pas rentrer d'air il ne peut pas y avoir de problème d'odeur. Donc oui, un méthaniseur bien exploité, et ça il faut bien le préciser, il faut des professionnels pour le faire, ça ne sent pas. Est-ce qu'il y a d'autres projets là pour finir, notamment sur l'Alsace ou pas loin, alors méthaniseur ou autre, sur lequel vous travaillez? Pour nous, Engie c'est extrêmement important et l'Alsace est une région bénie, on va dire, pour les énergies renouvelables et la région Grand Est aussi. On va développer un réseau de chaleur, c'est-à-dire qu'on va remplacer le gaz naturel par une centrale biomasse, par du bois, avec une épuration des fumées pour chauffer tout le quartier de Haute-Pierre. Donc ça va démarrer à partir de cette année. On va travailler sur le développement de panneaux photovoltaïques, on va développer aussi d'autres projets de méthanisation et on aimerait en avoir un sur l'Eurométropole de Strasbourg pour traiter les biodéchets de Strasbourg. Donc ça c'est des sujets qui sont en cours, on est en train d'y travailler. Et puis au-delà de l'environnement, ce qui est vraiment très important et on l'a initié cette année avec les IS, c'est de travailler aussi sur l'emploi. Parce que Engie, nous recrutons aujourd'hui 80 personnes en Alsace et comme beaucoup d'entreprises, on ne trouve pas de profil adapté. Et sur les IS, nous avons organisé un forum de l'emploi le week-end dernier et nous avons eu quand même 250 candidats. Donc pour nous, c'est très très positif. Voilà. Donc il faut aussi avancer. Il y a l'environnement qui est très bien, mais il y a aussi après l'emploi, il y a la protection de la qualité de l'air, enfin tout ce qui fait le quotidien des Strasbourgeois. Très bien, merci beaucoup Jean-François Carpentier d'être venu nous voir. Ce sont de gros défis qui vous attendent. Nous, sur le tournoi, on a des petits défis, des tout petits défis à remplir pour gagner quelques petits goodies. Ce sont les petits défis du jour, regardez. Hello tout le monde, aujourd'hui pour le défi du jour, on est avec Justine et Louis. L'objectif ça va être de faire une course en jonglant le plus possible avec la raquette. La ligne de départ est ici. Chacun une balle, installez-vous. Let's go, c'est parti. Allez. Bon, bah c'est Louis qui a gagné. Justine, c'est pas grave. Bon, t'as un peu mangé le fromage quand même. T'as un peu grugé là sur le côté. Bon, c'est pas grave. On va quand même vous remettre un petit sac pour Louis, pour Justine parce qu'on est fair play. Et on se retrouve demain pour un nouveau défi. Eh oui, elle repousse les limites chaque jour, notre amie Marine, pour vous proposer les petits défis. Il y en aura évidemment encore un dernier demain. Nouvelle invitée, Julien Schmitt, ça va être la parenthèse fraîcheur de cette émission, on en a bien besoin. C'est marqué sur le chapeau. Carola, voilà, qui vient nous rendre visite. En ce moment, il en faut de l'eau avec le cagnard qui nous attend. Et là, c'est vrai qu'on est sur une période forte de consommation, donc on est prêt à pouvoir
faire profiter notre eau de source à tous les Alsaciens. Voilà, justement, comment ça se passe? Je pense que c'est des moments pour vous où il faut réagir assez rapidement. Il y a un petit épisode de la presse caniculaire. Sur quelques jours, on sait que la demande va exploser d'un coup. Comment vous réagissez à ça? C'est vrai que c'est un vrai enjeu logistique de pouvoir suivre la demande. Au niveau de la production, on a anticipé, donc on a des stocks en avance, donc il n'y a pas de risque de rupture de Carola. Par contre, c'est vrai qu'il faut pouvoir affréter les magasins et puis avoir une Carola pour tout le monde, quoi. Ouais. Il y a une forme de saisonnalité, un petit peu aussi, chez Carola. L'eau est consommée toute l'année, hein. Oui, l'eau est consommée toute l'année, mais c'est vrai que quand il y a des périodes de forte chaleur, quand ça dépasse les 25-26 degrés sur plusieurs jours de suite, il y a des vrais pics. Ouais, donc c'est là qu'il faut vite réagir pour livrer les... C'est ça, et anticiper, quoi. Tout se joue vraiment avant, quoi. Julien, vous êtes venu avec une autre bouteille. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau produit, c'est ça? C'est la toute dernière innovation de Carola, c'est Carola Mûre Myrtille. Donc c'est une Carola aromatisée à la mûre et à la myrtille qui est à base d'arômes 100% naturels, 100% plaisir et 0 sucre. Donc vous pouvez vous faire plaisir et c'est ce que je vais faire sans modération. Voilà. Donc ça vient d'être lancé, ça arrive depuis quelques jours dans les magasins en Alsace. Donc je vous invite tous à aller la goûter. C'était mon petit moment émission à l'américaine, un peu chaud à l'américaine. Avec c'est juste, j'avais pas le mug logoté, mais on était prochaine pas fois, mal. on ramènera le verre Carola aussi. On était... alors, Carola, c'est une marque vraiment installée sur le territoire depuis 1888. D'ailleurs, c'est marqué sur les bouteilles en verre. Je ne sais pas si on le voit ou pas, mais vous avez fait des bouteilles spéciales avec la date d'origine, de création. C'est pourquoi? C'est pour marquer aussi vraiment un ancrage ici dans la région. Alsacien et fier de l'être, quoi. Ouais, Carola a plus de 130 ans et est présent en Alsace depuis cette période. C'est vraiment l'eau préférée des Alsaciens depuis toujours. Et on voulait rappeler notre histoire et montrer qu'on n'est pas seulement une marque d'eau, mais également un acteur engagé sur le territoire depuis cette période. Et il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, d'où aussi des nouveaux produits, c'est ça? Il faut être constamment dans une recherche, dans une tour avancée. Toujours dans l'innovation. Ouais. On essaye, même si on n'est qu'une PME, de pouvoir proposer des nouveautés et coller aux tendances des consommateurs. Alors parmi les grandes questions de la vie des Alsaciens, vraiment c'est une question fondamentale à chaque fois qu'on est par exemple au restaurant, verte ou bleue? Moi je suis plutôt rouge, mais en tout cas on a tous les goûts, donc rouge, verte, bleu et 9 parfums aromatisés pour pouvoir se faire plaisir selon sa préférence. Bon alors cette source elle sort à Ribeauvillé. C'est ça. Donc là on est encore avec une eau vraiment qui vient du territoire, du sol alsacien. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer un petit peu comment ça se passe de la source jusqu'à la bouteille là, qui est là sur le plateau? Donc une autre source comme Carola, elle est puisée uniquement à Ribeauvillé, elle ne pourrait pas être puisée ailleurs, donc c'est vraiment à Ribeauvillé que ça se passe. Et on a un forage sur le terroir de Ribeauvillé qui a aussi un beau terroir et l'eau est captée à 150 mètres de profondeur, donc elle est vraiment protégée par une couche d'argile qui vraiment protège des pollutions de surface. Elle jaillit de manière naturelle et on puise également sans épuiser. Donc c'est vraiment important pour nous de pouvoir avoir une gestion de la ressource durable pour pouvoir encore faire profiter aux Alsaciens de Carola dans 100 ans. D'accord, et donc ça va directement dans l'usine, donc qui est juste à côté. Ça sort et c'est mis en bouteille directement, donc c'est à l'entrée de Ribeauvillé à côté de Bergheim. On met directement dans la bouteille sur site. Circuit court, et livré uniquement dans le Grand Est. Directement, super. Merci beaucoup Julien d'être passé nous voir. Joli chapeau. Merci. Voilà, je garde la bouteille. Avec plaisir. Je garde les deux d'ailleurs parce qu'aujourd'hui on va en avoir beaucoup besoin. D'ailleurs, on rappelle les petits messages de prévention. Quand il fait chaud comme ça, pensez à boire beaucoup d'eau. Pensez aussi aux personnes fragiles, les personnes âgées dans votre entourage, les enfants. Il faut les inciter aussi à boire beaucoup d'eau parce qu'ils n'ont pas forcément sentiment de soif. Donc voilà, n'hésitez pas à faire boire de l'eau et de la Carola, bien évidemment, vous l'avez compris. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Julien, on a parlé un petit peu histoire. Et justement, on va continuer un petit peu à parler histoire du tournoi. C'est bien sûr avec l'Edena et Christophe Schnepp tout de suite. Bonjour, on approche du verdict aux Internationaux féminins de Strasbourg. Nous sommes vendredi, c'est le jour des demi-finales. Il reste une Française, une Allemande, une Tchèque et une Slovène qui rêvent évidemment de gagner et de soulever le trophée. Alors, dans un tableau de tennis, on place les joueuses selon leur classement. La meilleure classée se situe en haut et elle est tête de série numéro 1. Et la deuxième joueuse la mieux classée, on la place tout à fait en bas et c'est une tête de série numéro 2. Donc logiquement, si la hiérarchie est respectée, qu'elle batte tout le monde, on devrait les retrouver en finale.
Alors figurez-vous que ce cas de figure en 35 éditions des IS ne s'est produit que 3 fois, en 1995, en 2002 et en 2011. En 1995, Davenport, tête de série 1, bat la japonaise Kimiko Date. En 2002, c'est Silvia Farina Elia qui est tête de série numéro 2 qui bat Jelena Dokic, tête de série 1. Et en 2011, l'Allemande Petkovic qui est tête de série 2 bat la Française Marion Bartoli qui était tête de série 1. Alors on a poussé un petit peu plus loin et on s'est intéressé à un autre cas de figure, c'est combien de fois la tête de série numéro 1, donc la super joueuse archi favorite, gagne les IS, peu importe contre qui elle tombe. Et bien ça s'est passé que 3 fois. Ça s'est passé en 2010, Maria Sharapova, ça s'est passé en 97 avec Steffi Graf et ça s'est passé en 95 avec Lindsay Davenport. Et comme on est un peu curieux, on a encore un peu poussé plus loin et on s'est aussi intéressé au destin des têtes de série numéro 2, la fille d'en bas. Est-ce qu'elle a gagné? Alors là, c'est carrément la surprise, puisque à 9 reprises, une joueuse tête de série numéro 2 a gagné les internationaux de tennis. Si je commence à l'envers, on est en 88 avec Sandra Cecchini, en 89 Jana Novotná, en 92 Judith Wissner, en 98 Irina Spirlea. En 2002, Silvia Farina Elia. En 2006, Nicole Vaidisova. Plus près de nous, 2011, Andrea Petkovic. 2012, Francesca Schiavone. Et 2020, Elina Svitolina. Alors si on applique tous ces paramètres, c'est l'Allemande Angélique Kerber, tête de série numéro 2 cette année aux IS, qui a de bonnes chances de gagner les IS. Mais ça, c'est pas possible, parce que ça suppose qu'elle batte la Française Océane Dodin cet après-midi en demi-finale. Et je pense que cette hypothèse, le public du Wacken n'est pas du tout prêt à l'accepter. Il est trop fort ce Christophe, il nous trouve quand même toujours des chiffres incroyables, c'est ça aussi le métier de journaliste. Dernier invité, pas des moindres, Henri Lecomte nous rejoint, alias le Vengeur masqué. Et oui. Salut Henri, comment tu vas? Bonjour, bonjour, et oui, c'est il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans. Imagine, oui. 92, donc on est aujourd'hui... voilà, ça reste, un bel anniversaire quand même. Ouais, c'est un très bel anniversaire, c'est un beau moment, c'est quelque chose où on aimerait encore partager, même si à chaque fois je te mens pas que quand j'arrive à Roland-Garros, je vais arriver dimanche, j'ai toujours un petit pincement parce que j'ai raté la dernière marche. Eh oui. Et tu as toujours, quand tu es sportif de haut niveau, à un moment de te dire, bah, mince, il manquait quelque chose, mais en tout cas... Mais en tout cas, bon, j'ai eu de très bons résultats, j'en ai profité. C'est toujours un plaisir de revenir et de revivre Roland-Garros vraiment pleinement, comme on peut le voir ici aux IS de Strasbourg, avec la full capacité, les gens qui sont heureux, on le ressent bien sûr dans le tournoi. Toi, ils viennent tous, sont heureux de se retrouver. On en avait besoin. Ouais. Quel regard tu jettes justement sur ce tournoi de Strasbourg, d'une manière globale, pas forcément cette édition-là cette année, mais d'une manière globale, quel regard tu portes? Le regard que je porte, quand j'ai la chance de pouvoir venir maintenant pour la troisième année, troisième fois, bien sûr qu'il y a eu des périodes très difficiles et notamment l'année dernière, mais ce que je vois, tout le travail que peut faire Denis Nejlen, Christophe Schall, toute l'organisation et les partenaires, c'est assez exceptionnel. On a la chance d'avoir quand même un tournoi féminin qui est à la fois, parfois un peu on critique parce que c'est juste avant Roland-Garros, donc on n'a pas suffisamment de très bonnes joueuses, et en fin de compte, ben oui, parce qu'il y a des joueuses qui se retrouvent en manque de match ou qui ont perdu suffisamment tôt dans d'autres tournois, donc ils viennent ici à Strasbourg. Le cadre est idyllique. En plus, aujourd'hui, un temps fantastique. Il fait un peu chaud. Un peu, légèrement. Un petit peu chaud. Si on peut ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît, ça pourrait l'arranger. Mais on a toujours quand même un tennis extraordinaire. Et puis, on a quand même 2 demi-finales. Là. Justement, j'allais y venir. Quand tu vois les demi-finales, il y a encore Pliskova, qui est une joueuse extraordinaire. Angélique Kerber, qui est aussi extraordinaire. Une petite française, Océane Dodin, qui pratique un tennis. Alors, on en parlait avec Mathieu Chanvière tout à l'heure. 4 fautes directes hier. Et c'est étonnant. C'est incroyable avec la prise de risque, c'est fou de jouer à ce niveau-là. Mais c'est étonnant. Moi, je connais bien Océane, puisque quand elle a commencé à jouer vraiment à 15, 16, 17, elle était avec Georges Goven. Et Georges, il me dit, Henri, viens, il y a une fille qui joue comme toi. Et je dis, non, c'est pas possible, elle joue pas comme moi. Et c'était à l'Open d'Australie, et je vois, là, je vous jure, j'ai vu quelque chose d'assez incroyable. Une fille assez grande, mais qui mettait des parpaings dans tous les sens, quoi qu'il arrive. La balle allait tout droit dans la bâche, ou alors c'était gagnant. Je me dis, mais attends, à un moment, il faut que ça arrive un peu à rentrer. Je crois que la maturité d'aujourd'hui d'Océane, c'est ça. C'est qu'elle a réussi à comprendre comment canaliser son jeu, mais aussi avec une performance extrême. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, 3 fautes directes avec un jeu comme elle a. C'est fou. Moi je sais, ça m'est arrivé par moment, c'est extraordinaire, ça veut dire qu'on est sur le petit nuage. Il peut rien t'arriver. Voilà, on est dans la bulle. Ce qui est très important, c'est de le garder aujourd'hui, parce que ça va pas être un match facile. Mais en tout cas, on a 2 belles demi-finales. Et moi je suis très content pour elle, parce qu'elle le mérite. 26 ans, la maturité, parfois on a besoin. Moi c'était pareil à 20, 25, 26, pour éclore, pour être
au meilleur de sa forme pour pouvoir aller dans les. Tout le monde n'est pas, voilà, tout le monde n'est pas Nadal ou Alcaraz arrivé à 17-18 ans. Voilà, il faut des fois prendre le temps. Bien sûr. Y a pas de... Comment tu juges l'évolution du tennis féminin là sur les 10-20 dernières années? Qu'est-ce qui a le plus changé dans le tennis féminin? Ce qui a le plus changé, c'est déjà la force physique qui est très importante aussi. Aussi le fait de pouvoir s'adapter à différentes situations. Et le jeu a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on critique du côté masculin, ça ne monte pas trop au filet. Aujourd'hui, ça frappe de plus en plus fort chez les femmes, mais surtout, c'est les déplacements où elles ont énormément progressé. Parce que c'est vrai que le problème par rapport à une femme et un homme, avant-arrière, elles avaient beaucoup plus de mal parce qu'elles n'allaient pas non plus, elles ne travaillaient pas dans ce sens-là. On peut voir que aussi physiquement, les femmes ont beaucoup évolué. Elles sont devenues beaucoup plus longilignes, beaucoup plus aussi un tennis un peu plus agressif. Donc ça permet d'avoir aussi un tennis beaucoup plus performant. Moi, j'ai toujours adoré Karolina Pliskova. Océane Nodal pratique le même tennis, tu vois, où ça frappe, on voit, quoi qu'il arrive, bon ben j'y vais, je remets pas simplement la balle en terrain. Et donc le tennis féminin de plus en plus séduit le sport mondial en fin de compte, parce qu'il y a quelque chose qui a changé. On a eu beaucoup Serena Williams qui a apporté un tennis Venus Williams, et maintenant il y a d'autres joueuses qui arrivent, certes qui n'ont pas le même palmarès, donc on a besoin un petit peu de les connaître, mais d'autres éclore un peu plus tard avec un tennis qui est vraiment très séduisant. Entre le moment où tu as quitté le circuit, 96, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé dans le monde du tennis? Tout. C'est plus le même monde? Non, on ne boxe plus dans la même catégorie. Ouais. C'est exactement, moi, quand j'ai commencé, tu avais les raquettes en bois. On a commencé avec les raquettes en bois, on a commencé avec des joueurs qui commençaient à s'entraîner, comme moi j'ai eu la chance de m'entraîner avec Guillermo Villas, où il jouait 6 à 8 heures par jour. On a commencé passer dans un monde totalement différent avec le professionnalisme d'Ivan Lendl. On est passé encore dans une autre dimension avec l'arrivée de Rafael Nadal, qui a aussi révolutionné le tennis. Mais auparavant, il ne faut pas oublier, parce qu'on oublie beaucoup les Pete Sampras. Ah oui, non, moi je n'oublie pas Pete Sampras. 14 grands chelems, on dit personne ne va les battre. Ouais. Maintenant, on en a 3 qu'on en fait 61. Bon, après, on a eu Agassi, on a eu Jimmy Connors, on a eu Björn Borg. Et chaque joueur, chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice pour pouvoir être encore plus grand ce qu'il est aujourd'hui. Mais attention, il est vrai qu'aujourd'hui, on a encore une génération, on a Djokovic. Bon, Roger Federer, c'est terminé. Oui. On a encore Rafael Nadal, mais encore, il est là maintenant, ça commence à être un peu compliqué. Ouais. Qu'est-ce que l'on a par la suite? Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir les Espagnols qui nous sortent un mec hors norme encore, un mutant, un mec qui a 18 ans, Alcaraz, qui fait un tennis de rêve. Et le tennis, si on fait vraiment pas suffisamment attention, peut aussi tomber dans une période un petit peu compliquée. Bon, nous, en France, ça va être aussi une période pas simple parce qu'on a eu une génération assez extraordinaire. Oui. Tu vois, 15 quand même joueurs qui ont été. Et ils prennent tous leur retraite l'un après l'autre. Là, moi, il m'a attristé, Gilles Simon. Quand j'ai vu son tweet, moi, c'est un joueur que j'aimais bien parce qu'il avait aussi une intelligence de jeu, il avait autre chose. Mais bon, c'est parce que c'est une page qui se tourne, quoi, tu vois, où Joe Gilles, etc. On a eu aussi une génération entre Arnaud Clément et Sébastien Grosjean. Qui eux, comme Gilles Simon, ont utilisé leur maximum de possibilités. Il ne faut pas aller plus loin. Donc, respect, chapeau, Gilles. En plus, c'est une personne très intelligente, qui aime bien les stats et tout ça. Mais c'est pour ça que le tennis, aujourd'hui, il faut faire attention. Donc, on est une nouvelle génération, on a de la chance. En France, ça va être un peu plus compliqué pendant quelques années. Mais on a Roland Garros. C'est vrai qu'on s'est occupé beaucoup de Roland Garros. Et on a peut-être oublié les tournois comme ici, où tous les gens, les bénévoles, il faut remercier vous tous que vous mettez en œuvre pour que le tennis soit encore là. Il ne faut pas oublier les présidents de club. J'en parle parce que moi j'y suis, mais c'est aussi les gens qui sont les passionnés, tu vois. Et si on a ces passionnés, ces gens-là, le tennis va encore remonter, retrouver des belles années, comme toujours. Alors en 2-3 petites questions rapides. Là tu disais que chaque joueur avait amené sa petite brique. Henri Lecomte, il a amené quoi comme petite brique à la construction? La folie. Ouais, j'ai amené la folie et je l'ai toujours. Regarde, je suis passionné. Et c'est pour ce qui est important, c'est de nous, les anciens, c'est de pouvoir retransmettre aux jeunes. Donc aujourd'hui, j'ai encore cette chance à bientôt 59 ans où je fais beaucoup de choses dans les différents clubs. Je vois aussi les enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir. C'est de retransmettre. Donc ce que je souhaite, c'est aussi les joueurs comme Richard Gasquet, comme Joe Tsonga, même Richard encore joue très très bien en ce moment. Il est en demi-finale de Genève. Il a battu quand même Medvedev. Bon, mais c'est ça qui est important, tu vois, c'est toujours donner le petit plus. Alors, est-ce qu'il y a un joueur que tu as côtoyé sur le circuit dont tu n'as plus aucune nouvelle, mais que tu aimerais retrouver? Tu aimerais revoir et reprendre des nouvelles?
Bah tiens, Andriy Medvedev, l'autre Medvedev, oui. qui a un amour, qui est une personne, et je pense très fort à lui, parce que dans une période si difficile avec l'Ukraine, où on a vu vraiment un essor et un événement terrible, où on a eu beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont là, défendent leur pays. C'est un joueur qui était extraordinaire, Medvedev. Pourquoi? Parce qu'on a un peu vécu la même période, la même chose. C'est-à-dire que, bon, lui, il a quand même mené 2-7-0 contre Agassi. Et il perd en 5-7. Dur. Et c'est un joueur qui avait un peu comme en fin de compte Medvedev aujourd'hui, Danil, un peu le même tennis, et qui est d'une générosité, un amour de personne, et voilà. Si nous regarde, hein, André, petit coup de fil à Henri. Oui, je suis là, je m'appelle ce fait. Et puis, dernière question, à l'époque sur le circuit, ton meilleur pote, c'était qui? Le gars où tu as fait vraiment les meilleures soirées, les 400 coups, je sais pas, mais... Yannick. Ah bah. Ah oui, évidemment. On ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter, mon Yann. Je t'embrasse. Voilà, gros bisous. Toi, tu es là. Voilà. C'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Bah oui, parce que Yannick, on a une relation d'amour et de haine, comme un couple, à la limite parfois. Parce que, on va pas dire ça, mais c'est un peu ça. Si j'étais aussi fort, c'est grâce à Yannick. Si à un moment, grâce à lui, on a gagné la Coupe Davis aussi, parce qu'il m'a mis dans cette vision, horizon, de pouvoir me dépasser, d'aller bien au-delà avec Guy. Et on l'a gagné tous les deux. Mais vous m'avez fait pleurer. Moi, j'étais un petit enfant, un petit gamin. Arrête, je vais pleurer parce que tu pourrais être mon fils, Pes. 91, pour moi, c'est le premier souvenir de tennis. J'avais 11 ans, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un souvenir qui est... Bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir, ce que je te dis, c'est pouvoir retransmettre, tu vois, ce que l'on a pu vivre. Et Yannick, il y a une personne aussi que, sans lui, je ne serais pas là. C'est monsieur Yon Tiriac et Guillermo Villas qui m'ont pris à l'âge de 16 ans. Je suis parti avec eux. Sous leurs ailes, et puis en disant voilà Henri, il faut que tu travailles, il faut que tu bosses. Donc voilà, écoute, et puis vous tous, et puis toi, et puis voilà, tout le monde. On est tous des amis, tous des grands amis. Bon, merci beaucoup Henri d'être venu nous voir. Il y a plein d'amis qui t'attendent dans le VIP, là, près du bar. Donc ça va être un moment très difficile. Le bar, non, surtout, je vais pas mal faire de photos, discuter. Et il fait très chaud. Il fait très chaud, ouais. Donc, bon courage Henri, et merci encore infiniment d'être venu nous voir sur ce plateau. On va enchaîner. Alors Henri était un vrai magicien sur un court. On a un autre magicien qui lui s'est prêté au jeu de l'auto-interview. Regardez. Hello, tu t'appelles comment et tu fais quoi dans la vie? Alors moi je m'appelle Vassili et je suis magicien. Tu joues au tennis? J'ai joué au tennis et je suis vraiment nul, vraiment pas bon du tout. Question tac au tac. Allez, c'est parti. Eric Antoine, évidemment. BMW, ouais. Sur scène, absolument sur scène, je kiffe trop. Très couche-tard, vraiment. Instagram, ça ne sera pas toi qui va gagner. Raclette. Non, pas Tinder, Uber. La boîte à questions. Voilà. Comment est née ta passion pour la magie? Alors c'est très simple. J'ai un papa et une maman qui sont docteurs. Donc du coup, ils sont vraiment pas souvent à la maison. Et du coup, une fois, j'étais sur YouTube et j'ai vu un titre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était un tour de magie. déchirer un papier, le reconstituer. Du coup j'ai trouvé ça grave cool. Après c'est devenu vraiment une grosse passion. Je l'ai fait devant mes parents qui sont médecins doivent tout comprendre. Ils n'ont pas compris et en fait j'ai vu leur regard d'enfant qui est revenu et j'étais genre c'est mignon, c'est très mignon. C'était comment Incroyable Talent? C'était absolument incroyable. On n'a pas dormi la veille, on n'arrivait pas à s'endormir, on était trop excités. Qu'est-ce que t'as apporté Incroyable Talent? Ouais, beaucoup de contacts, du stress, de la peur, de la joie, du rire, beaucoup de choses en tout cas. Beaucoup de choses. Elle est sympa, Karine Le Marchand, elle est très grande et elle est très sympa. C'est la première personne qu'on a vue sur Incroyable Talent. Elle est très belle et elle nous a bien mis à l'aise pour notre interview. Elle est ultra cool. Tu nous parles de ton trio Les Énervés. Oh, ça va être mignon. Alors, le trio Les Énervés, N comme Nathan, R comme Romain et V comme Vassili, NRV au cas où vous n'avez pas compris. On s'est rencontrés via les réseaux sociaux parce que pendant le premier confinement, il y avait beaucoup de lives Instagram et j'ai notamment réussi à aller sur le live de Cartman. Cartman, si tu passes par là, je t'embrasse. Artus, la même chose, je t'embrasse. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va essayer de
de faire un trio de magiciens. Tu te vois où dans 10 ans? Ouais, faire du cinéma, jouer dans des séries, faire les Zéniths de France, tout ça, ça c'est vraiment mes rêves les plus absolus. Tu nous fais un tour de magie? Ah oui, pour faire un tour de magie, il nous faut déjà un jeu de cartes. Ça c'est ultra important, mais du coup je vais pas faire un tour de magie avec un jeu de cartes parce que c'est trop vu et revu. Alors non, plus sincèrement, moi je préfère faire de la magie avec de l'argent parce que l'argent c'est trop bien. Du coup on va faire ça. Hop là. Alors évidemment on peut faire beaucoup de choses avec un billet de 20. On peut par exemple prendre le billet de 20 et le faire s'envoler dans les airs comme ceci. Et ça, c'est vraiment stylé. Alors évidemment on peut encore aller plus loin, hein. C'est tout simplement prendre le billet et faire... et le faire complètement disparaître. Voilà. Cette auto-interview vous a été présentée par l'Espace H. Oh non, c'est fini, je suis deg. Bon bah voilà. Alors là, bien sûr, on sait que les magiciens ils n'expliquent jamais leur tour, mais là en régie, ils sont tous coachés, ils ont envie de savoir. Donc Vassilis, si tu nous regardes et que tu veux passer nous faire un petit tour, les gars de Biprod derrière, ils sont très preneurs, bien sûr. C'est aussi des magiciens à leur façon. On enchaîne avec 7 sur 7 et on se pose cette question dans le tennis souvent aussi. C'est quoi ton niveau? Comment on quantifie un niveau? On a essayé de vous expliquer plus ou moins. J'espère que t'es en forme aujourd'hui. Tu joues en jean? Oui, alors ça c'est parce que je mange chez belle maman à midi, j'ai pas le temps de prendre de douche, donc je joue tout habillé, comme ça j'y vais direct. Dis donc, j'ai une petite question. Moi, avec mon petit équipement, mon petit short, tu penses que je peux viser le top 3000? Hein? Genre Djoko, il est numéro 1 mondial. Oui. Voilà. Noah, il est... chanteur. Non, mon fils. Il a 8 ans. Mon fils. Oui, mon fils. Non, le joueur. 25e mondial, je crois. À peu près, ouais. Alors pourquoi je pourrais pas être 3 millième mondial, moi? Écoute, pour le classement, en fait, c'est un système pyramidal. Ah, comme en Égypte. Oui, non. Enfin, comme une pyramide. C'est-à-dire que tu démarres tout en bas, et plus tu gagnes de matchs, plus tu gagnes de points. Non, c'est con, parce que pour gagner des matchs, il faut gagner des points d'abord. Oui, voilà, non, oui, mais pour gagner des points, il faut que tu gagnes des matchs. Oh, ok, donc plus je gagne de points, plus j'ai de points. Voilà. Même genre toi, ton classement, c'est quoi? Moi, mon classement? Oui, alors moi, c'est pas toujours le classement qui compte non plus, quoi, voilà. Bah, c'est quoi qui compte alors? Le style. Donc si je récapitule, celui qui est 15,5, il est mieux classé que celui qui est 32. Mais en mathématiques, 30, c'est plus élevé que 15. Oui, mais là, on parle pas de maths, là, on parle de classement. Et au tennis, mieux t'es classé, plus ton chiffre est petit. Ok, donc si on suit ton raisonnement, les meilleurs ont 0, quoi. Eh oui, à 0, t'es très très bon. Ok. Eh oui. Et celui qui est 4-6, du coup, il a gagné le set ou pas? Hein? Bon, si tu veux vraiment savoir, bon, en vrai, voilà, je suis 34, voilà, faut le dire. Mais il y a 12 ans, je me suis fait les croisés, tu connais. Sinon, je serais facile, je pense 3-6 sans problème, hein, voilà. J'y comprends rien du tout. J'y comprends rien. Ça fait combien en ceinture de judo? Pourpre. Ah. Je ne sais pas si vous avez mieux compris ces histoires de classement au tennis. Pas sûr. Mais enfin, en tout cas, voilà, on essaie de vous faire marrer avec 7 sur 7 que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et cette émission à retrouver également. Elle était en Facebook Live sur la page de Top Music, également sur la page des partenaires. Elle sera disponible en replay et on se retrouve demain pour la dernière, puisque demain ce sera jour de finale. Donc la dernière de midi aux IS. C'est pour demain. Bon appétit, bon après-midi. Salut.